on était 3 à réaliser ce reportage, Roméo Langlois, Maïssa Awad et moi-même. Et en fait, tous les 3, on a beaucoup travaillé sur cette région, sur le nord-est de la Syrie, cette zone contrôlée par les forces démocratiques syriennes. Et on avait suivi toute la campagne pour battre l'organisation État islamique. Donc moi, j'ai couvert la bataille de Raqqa, la bataille de Deir ez-Zor. Roméo et Maïssa ont notamment couvert la bataille de Sheddadeh. Donc on a suivi toute cette campagne. Évidemment, quand on est arrivé dans ce dernier carré, eh bien, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on soit là pour la chute de Baghouz, donc ce dernier village, ces derniers kilomètres carrés qui étaient tenus par l'État islamique. Et donc on est parti, et c'est vrai que ce qu'on a constaté, c'est que c'était évidemment la toute fin du califat, donc c'était les plus convaincus. C'est là que finalement, tous ceux qui étaient venus aussi de l'étranger s'étaient concentrés sur ces derniers kilomètres carrés. Donc on est vraiment face aux plus radicaux, aux plus déterminés, à ceux qui sont venus de loin, qui étaient prêts à tout perdre. Et on va assister en fait à une scène absolument incroyable, c'est-à-dire qu'à la fois il y a la fin des combats et il y a un exode massif parce que les Kurdes vont proposer à la population, notamment les civils, les femmes et les enfants, mais pas que, les hommes aussi, de se rendre plutôt que de mourir. Et évidemment, s'ils se rendent, on sait très bien qu'il s'agit de gens assez radicaux. Et donc on va se retrouver en plein désert, sur ces espèces de plateformes où les gens donc, sortent de Barouz, à pied, comme ils peuvent, en moto ou n'importe quoi. Ils sont pris en charge par les forces démocratiques syriennes, amenés en plein désert. Alors pourquoi en plein désert? Parce qu'ils suspectent que certains ont des ceintures d'explosifs, ils suspectent qu'ils puissent avoir une action armée. Et il y a là aussi d'ailleurs les forces spéciales américaines qui sont de côté, qu'on n'a absolument pas le droit de filmer, c'était strictement interdit. Mais ils étaient présents aussi, mais c'est quand même les FDS qui ont fait le gros du travail. Et là, il y a un tri qui s'opère entre ceux qui sont considérés comme dangereux et ceux qui ne le sont pas. Et c'est sur ces entrefaites qu'on va rencontrer des djihadistes occidentaux, et notamment des Français. Vous avez affaire à des gens qui sont très, très déterminés, une fois de plus. Hein, ces femmes sont celles qui ont suivi toute l'évolution, toute la réduction de la taille du soi-disant califat de l'organisation État islamique jusqu'au bout. Donc vous avez les plus radicales. Et effectivement, il faut comprendre que ces femmes-là, elles ont vécu pendant quelques années, c'était des femmes de guerriers. Elles vivaient dans les plus belles maisons. C'était des occidentales. C'était les princesses du djihad. Donc évidemment qu'elles sont très radicales, qu'elles ont été dans une position de supériorité par rapport à la population locale, et elles sont encore quelque part dans cette logique. Et comme elles sont si très radicales, il y a une situation où vous avez d'une part celles qui sont extrêmement radicales et qui vont imposer aux autres de reproduire le schéma à l'intérieur du camp. D'où des tensions énormes, des femmes qui vous disent « bon voilà, moi je suis obligée, je n'ai pas le choix, je suis obligée de me comporter comme ça, sinon les autres vont brûler ma tente, vont m'attaquer, etc. » Récemment, ces femmes-là ont redéclaré un califat à l'intérieur du camp, se sont attaquées à leurs gardiens, ont fait monter un drapeau de l'organisation État islamique à l'intérieur du camp. Alors il faut savoir que vous avez là un mélange de gens extrêmement radicalisés, extrêmement pour certains instables, et qui sont dans des conditions extrêmement dures, et donc il y a un cocktail explosif de violence potentielle. Ce camp, quand on sait qu'elles brûlent les tentes des unes des autres quand elles ne sont pas d'accord l'une avec l'autre, ce qui est très facile, parce qu'il suffit de poser le chauffage et tout prend feu, c'est un environnement extrêmement violent, extrêmement dangereux. Information permettant de l'identifier. Qu'est-ce que vous espérez là? Rentre en France. Vous êtes triste que ça se termine? Non, pardon. Non. Ça fait longtemps que j'essaie de partir d'ici, mais sans argent, sans connaissance, c'est pas possible. Alors Mathilde, c'est une djihadiste française qui est partie donc rejoindre l'organisation État islamique, on va dire au début en fait de sa gloire, quand ils avaient une très importante zone territoriale. On a pu avoir accès en fait, parce que Mathilde a été condamnée, hein, donc on a pu récupérer les documents juridiques. Donc on sait que Mathilde est partie là-bas, qu'elle a été mariée 4 fois en réalité sur place, qu'elle est une convertie. Elle a un profil psychologique finalement assez fragile, hein, c'est ce que dit sa famille d'elle-même, c'est donc dans l'ordonnance de renvoi. Et donc en fait, à l'heure où elle nous parle, le califat s'effondre. Elle est déjà condamnée en France à 10 ans de prison, dont 2 tiers de sûreté. Donc elle sait qu'elle est déjà condamnée. Mathilde dit être partie en Syrie sous l'influence de son premier mari, restée en France. Il n'est jamais venu ici, mais c'est lui qui m'a envoyé ici. Du coup, ils m'ont jugé en même temps.
sans que je sois sur le territoire français, ils m'ont jugée. Moi, je suis déjà jugée et condamnée. On s'est rendu compte qu'elle était tout à fait toujours convaincue en fait par l'idéologie de l'organisation État islamique, qu'évidemment elle regrettait quelque part que ce soit passé comme ça, qu'elle regrettait la violence, mais elle nous a notamment dit, par exemple, s'il y a une terre d'islam, en tant que musulmane, je dois me rendre sur cette terre d'islam. Donc, quelque part, on peut imaginer que si ça devait être à refaire, eh bien, potentiellement, elle le referait. C'est un petit peu l'impression que ça peut donner. Ça a été une grande surprise, en fait, quand on est arrivé dans le camp d'Al-Hol, de se rendre compte que les femmes, en fait, avaient envie de parler. C'est-à-dire qu'on ne savait pas du tout comment ça allait se passer. Et pour être honnête, les Kurdes ne savaient pas non plus. Je pense qu'en fait, à l'époque, on est la première équipe de reportage à rentrer dans cette section spéciale réservée aux familles de djihadistes étrangers dans le camp d'Al-Hol. Et donc, on va passer la grille. Et toutes ces femmes, en fait, vont venir nous voir spontanément, directement, tout de suite commencer à nous parler. Il y a toutes les nationalités. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive là, on se rend compte de ce qu'était le projet de l'organisation État islamique. C'est un camp qui est fermé. Hein. Ils n'ont pas le droit de sortir, à moins d'être accompagnés. Elles sont fouillées quand elles rentrent et quand elles sortent. Il y a une vraie méfiance de la part des Kurdes. Mais voilà, on va rentrer et tout le monde va spontanément nous parler. Et en fait, Maïssa, alors évidemment, elle parle arabe, donc ça va faciliter le contact, mais en fait, on va tous les trois être assaillis de gens qui veulent absolument passer à la caméra, absolument parler. Et il y a bien sûr une raison à ça, c'est que pour elle, c'est aussi une assurance vie, ça permet de faire savoir chez elle, si elles passent à l'antenne, eh bien on sait qu'elles existent, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas.